En réponse, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, aussi. Alors, ma fournisseuse d'articles préférés, d'articles qui chatouillent préférés, Séverine, m'a envoyé un mail sur le régime paléo. C'est quelqu'un qui cherche beaucoup, Séverine, on y change depuis longtemps. Et elle me trouve toujours des articles particulièrement intéressants. Et donc elle m'a envoyé un article sur le régime paléo. Alors je ne vais pas vous le lire en entier, mais donc il montre que finalement, le génome humain n'a que très faiblement évolué depuis l'avènement des premiers hominidés, il y a 4 millions d'années. Le taux de mutation de l'ADN humain ne dépasse pas 0,5% par million d'années. Donc depuis près de 40 000 ans, il n'a évolué que de 0,02%, effectivement. Ce qui change, c'est l'expression de ce code génétique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que sur un humain, on n'exprime pas la totalité de l'information qui est stockée dans ses gènes. On en exprime une partie. Et donc, les conditions de l'époque font qu'on va exprimer telle partie ou telle partie, mais le code génétique en lui-même ne change pas. C'est bien pour ça qu'on peut dire que physiologiquement, nous sommes adaptés à une alimentation crue, puisque c'est notre repère physiologique. Ensuite, ils disent, bon, que mangeaient nos lointains aïeux, puisqu'une fois qu'on se dit, bah, finalement, on est semblable à eux, qu'est-ce qu'ils mangeaient, en fait? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Et donc, ils disent que, finalement, ils consommaient une grande majorité de fruits, légumes, plantes sauvages, baies, noix, et très peu de rhizomes, donc pas de racines, pas de choses aminonées, qui fournissaient jusqu'à 70% de la ration de subsistance, et que finalement les 20 à 30% suivants étaient consommés sous forme de produits animaux, de petits produits animaux, et petits produits animaux, œufs, larves et petits mammifères. Alors ce qui est intéressant dans ton étude quand même, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire 70% d'apport végétal et 30% d'apport animaux, ce qui là aussi fait partie d'une idéologie pour moi, parce que je pense que c'était beaucoup moins. Quand on s'intéresse au régime des grands primates, on se rend compte que finalement c'est beaucoup moins que ça, c'est plutôt du 95-5 pour le végétal et 5 pour l'animal, donc là encore pour moi c'est idéologique. Mais alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'après tout le reste de l'article parle avant tout des produits animaux crus, parce que ça fascine. Voir quelqu'un manger du poisson cru ou de la viande crue, là ça fait... on a une décharge d'adrénaline, là ça fait du bien. Là, et puis ça parle. Les protéines, c'est important. Le mythe des protéines, il est bien important. Et alors ce qui est intéressant quand même, c'est que d'un seul coup, alors on a 70% de la ration qui est composée de fruits et de légumes, et d'un seul coup, dans l'article, ils disent « La fracture est tout aussi nette côté glucides. Avant la révolution néolithique, les sucres naturels représentaient 20 à 40% de la ration alimentaire. » Alors j'aimerais bien savoir comment, en ayant 70% de l'apport qui est fait en fruits et légumes, qui sont plus caloriques généralement que les viandes, parce que c'était une viande maigre en particulier, comment est-ce qu'on pourrait avoir que 20 à 40% de la ration alimentaire qui est fait de sucre? Ça, pour moi, il y a un gros problème. Et donc, ils en concluent que de nos jours, l'alimentation occidentale comprend 50 à 60% de glucides, donc il faudra en consommer nettement moins, et on tombe dans quoi? On tombe dans les régimes hyper protéinés. Et donc, voilà le grand piège, c'est de tomber dans les régimes hyper protéinés. Parce qu'en fait, tous ces gens qui étudient la paléodiète, donc l'alimentation australopithétique, eh bien, ils ont une finalité. C'est promouvoir la consommation de produits animaux. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Il suffit d'aller se balader sur quelques forums, c'est assez impressionnant. Il y a un culte du saignant et de la barbaque. C'est un petit peu, c'est Conan le barbare magnifisé, quoi. Donc il s'agit d'avoir de la masse et ainsi de suite. Et donc toujours, on retombe là-dedans, c'est un culte du produit animal. Donc finalement, l'analyse au départ est à peu près correcte, et puis après, on en fait une idéologie, et on tend à prouver quelque chose. Alors là, je te dis, ça se mord la queue, puisqu'ils disent que 70% de la ration de subsistance était composée de végétaux, et d'un seul coup, ça devient 20 à 40% de la ration alimentaire. Il y a un petit problème. Donc il faut bien voir ce que ça promeut, ce genre d'article. Ça promeut la consommation de produits animaux. Et pourquoi la consommation de produits animaux? Parce que c'est un peu l'idéologie de l'époque. C'est tout. Alors, c'est pas un verre de sang.
Mais c'est délicieux. Il y a une autre chose qui m'amuse quand même. Parce que là, tu vois, j'ai argumenté. J'ai argumenté par rapport à cet article pour essayer de... Mais le truc, c'est que jamais, pour un être humain, ou même dans un système évolutif, on ne regarde en arrière pour juger du futur. C'est-à-dire, un enfant ne sait pas lire, par exemple, à 3 ans. Si à 4 ans, il ne sait pas encore lire, on ne va pas dire, oui, mais puisqu'à 3 ans, il ne savait pas lire, il n'y a pas de raison qu'à 6 ans, il ne lise pas, il sache lire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se réfère à notre futur ou à notre état présent par rapport à notre passé. Ce que je sais, c'est que l'humain est adapté à une nourriture crue. Est-ce que c'est parce que, durant des périodes où il n'avait pas le choix, et donc il avait obligation de passer par un apport de produits animaux, et qu'il a survécu avec ça, et qu'il a fonctionné avec ça, et que, de toute façon, il y avait un tel apport massif en végétaux de première qualité dans un biotope extrêmement riche, que de toute façon, ça n'avait aucune importance. Est-ce que c'est parce qu'à une époque, il a fait ça, que notre présent et notre futur devraient être là-dedans? Il n'y a aucun système qui soit la reproductibilité du même. Les systèmes évoluent plutôt sous forme, comme ça, de cycloïdes. Et moi, je crois qu'on est en train de revenir, mais de revenir à une phase ultérieure. C'est-à-dire que les problèmes de rareté et de manque ont été résolus. Et maintenant, il s'agit de passer à une étape supérieure. Et l'étape supérieure, eh bien, c'est la non-consommation de produits animaux. Je suis désolé, il n'y a aucun principe dans les produits animaux qui ne soit pas présent dans les produits végétaux. Il n'y a pas d'acide aminé miracle qui ne soit pas présent dans les produits végétaux. De toute façon, je vous l'ai dit, on s'en moque un petit peu parce que le foie a la capacité de transformer tout ça. Il s'agit d'avoir un foie qui fonctionne. Et la logique, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on apporte des apports massifs, concentrés, lourds, parce que finalement tout notre système est hyper engorgé? Ou est-ce qu'on nettoie le système et qu'on passe à une phase de fonctionnement dans laquelle l'être humain est beaucoup plus efficace, beaucoup plus transparent, beaucoup plus transformateur d'énergie? Parce que là, on parle d'énergie avant tout. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas d'exemple ou peu d'exemples de tribus crudivores végétaliennes sur la planète, et je m'en moque complètement, parce que ce n'est pas parce que ça n'a pas eu lieu encore que ça ne sera pas. Sinon, c'est une folie furieuse. Ça veut dire qu'on enferme le monde dans quelque chose d'immobile. C'est un modèle immobile. Alors, ça, on enferme le monde dans un modèle immobile pour l'alimentation. Pour le reste, non. Mais pour l'alimentation, on enferme le monde dans un modèle immobile. On veut revenir à l'ancien. Mais aucun système ne revient à l'ancien. Il retrouve des carrefours, mais sous forme de cycloïdes, avec des avancées, des sauts de niveau. Et là, pour nous, on est en train de vivre